Je fixais l'écran de mon ordinateur portable, ma tasse de café glissant de mes doigts tremblants, pour venir s'écraser sur le sol de ma chambre d'étudiante. Les mots « candidature retirée » brillaient d'un air moqueur, là où ma soumission à la faculté de médecine de Harvard aurait dû afficher complète. 4 années de notes parfaites, d'innombrables nuits blanches, et des gardes de bénévolat de 20 heures à l'hôpital général de Denver, ne signifiaient apparemment rien. À cet instant, mon téléphone vibra. C'était un message de Bethany. J'ai supprimé ta candidature en médecine. Maintenant, tu ne peux plus rivaliser avec moi. La trahison me coupa plus profondément que n'importe quel scalpel n'aurait pu le faire. Ma propre sœur venait de détruire mon avenir. Ayant grandi dans les banlieues verdoyantes de Lakewood, au Colorado, Bethany et moi avions toujours été les deux faces d'une même pièce. Elle était l'enfant prodige, capable de charmer les professeurs pour obtenir des délais, et d'amadouer nos parents pour obtenir leur pardon, avec son sourire éclatant et son rire facile. J'étais la discrète, celle qui obtenait tout par pure détermination, et grâce à d'interminables sessions d'études qui s'étiraient jusqu'à l'aube. Notre mère, Patricia, travaillait comme infirmière praticienne au Rose Medical Center, rentrant chaque soir avec des histoires de vie sauvée et de différences faites. Notre père, Robert, équilibrait les budgets dans son cabinet comptable, mais son visage s'illuminait toujours lorsqu'il discutait des cas médicaux de maman pendant le dîner. Dès l'âge de 10 ans, Bethany et moi avions toutes deux déclaré notre intention de suivre les traces de maman en médecine, mais pour des raisons très différentes. Bethany y voyait le prestige, le respect, le style de vie confortable qu'offrait un diplôme de médecin. Elle voulait que les gens l'appellent Dr Anderson et admirent sa réussite. Moi, je voyais quelque chose de plus profond dans le visage épuisé mais satisfait de maman chaque soir, l'accomplissement immense de guérir les autres, d'être digne de confiance dans les moments les plus vulnérables de quelqu'un. Le lycée a intensifié notre compétition. Pendant que je passais mes vendredis soirs au laboratoire de chimie à perfectionner mes techniques de titrage, Bethany allait à des fêtes et cultivait des relations avec des familles influentes. Quand je faisais du bénévolat à la clinique gratuite du centre-ville, elle rejoignait le conseil consultatif des jeunes de l'hôpital, ce qui impliquait surtout des galas de charité. Nos parents louaient ses compétences sociales, tout en reconnaissant mes réussites académiques par des hochements de tête fiers, mais mesurés. Le véritable fossé s'est creusé pendant nos années universitaires. J'ai choisi l'université du Colorado à Boulder pour leur programme pré-médecine exceptionnel, et je me suis plongé dans la chimie organique, le calcul, et des cours de biologie avancée qui poussaient d'autres étudiants à changer de filière. Durant ma 2e année, j'ai décroché un poste d'assistante de recherche avec le docteur Elena Rodriguez dans le département de neurosciences, passant mes week-ends à analyser des échantillons de tissu cérébral, et à apprendre des protocoles de laboratoire que même les étudiants diplômés peinaient à maîtriser. Bethany a choisi l'Université d'État du Colorado, affirmant que leur programme de psychologie lui donnerait un avantage dans les relations avec les patients. Elle a maintenu une solide moyenne de 3,7, tout en jonglant avec ses responsabilités de sororité, ses postes au gouvernement étudiant, et un calendrier social chargé, qui incluait des événements de réseautage avec la communauté médicale de Denver. Ma préparation au MCAT a consumé 6 mois de ma vie. Je passais des tests d'entraînement chaque samedi matin, suivais des cours préparatoires les dimanches après-midi, et mémorisais des voies biochimiques jusqu'à pouvoir les réciter à l'envers. Quand mon score est arrivé, 518 sur 528, je me suis enfin permis d'imaginer parcourir les couloirs d'une faculté de médecine. Le 508 de Bethany était respectable, mais nous savions toutes les deux quelles écoles y prêteraient attention. Elle a célébré son score par un week-end à Vegas avec ses sœurs de sororité. Moi, j'ai immédiatement commencé à rechercher des mentors de recherche potentiels à Harvard, Johns Hopkins, et Stanford. Le processus de candidature est devenu mon obsession. J'ai passé 3 semaines à rédiger ma lettre de motivation, écrivant et réécrivant le récit du jour où j'ai vu maman sauver un nourrisson qui s'étouffait dans un restaurant, quand j'avais 12 ans. Le professeur Martinez, mon mentor en biochimie, a passé des heures à m'aider à articuler mon expérience de recherche sur le dysfonctionnement mitochondrial chez les patients atteints d'Alzheimer. Le docteur Suzanne Yang, du service des urgences où je faisais du bénévolat, a écrit ce qu'elle a appelé la lettre de recommandation la plus solide de sa carrière. Bethany a abordé les candidatures différemment. Elle a engagé un consultant spécialisé dans les admissions en faculté de médecine, payant $3 000 pour la révision de ses essais et un coaching pour les entretiens. Sa lettre de motivation se concentrait sur ses expériences de leadership et sa passion pour la défense de la santé mentale, des thèmes qui plaisaient bien au comité d'admission. À l'approche de la date limite, j'avais postulé à cette programme de premier plan, Harvard,
Johns Hopkins, Stanford, la faculté de médecine de la Mayo Clinic, l'Université de Pennsylvanie, l'Université Washington à Saint-Louis, et Duke. Chaque candidature représentait d'innombrables heures de préparation, de la demande de relevé de notes à la planification d'entretiens avec des superviseurs de recherche qui pouvaient attester de mes compétences en laboratoire. Bethany a postulé à 12 programmes, jetant un filet plus large qui incluait plusieurs écoles de niveau intermédiaire, où ses statistiques seraient compétitives. Elle semblait confiante, voire détendue, à l'approche des dates limites. J'attribuais son calme à son optimisme naturel et à sa confiance en société. Le matin où tout a basculé a commencé de manière assez ordinaire. Je me suis réveillé à 6h30 dans mon appartement en colocation près du campus, j'ai préparé du café, et j'ai ouvert mon ordinateur pour accomplir mon rituel quotidien de vérification du statut de mes candidatures. Le portail de chaque école m'était devenu aussi familier que mon propre reflet, l'entête cramoisie de Harvard, l'interface bleue de Johns Hopkins, le design épuré et blanc de Stanford. Le portail de Harvard s'est chargé différemment ce matin-là. Au lieu du statut familier et candidature en cours d'examen, un texte noir et austère annonçait « Candidature retirée par le candidat ». Mon cœur battait la chamade contre mes côtes alors que je cliquais frénétiquement sur chaque option de menu, cherchant une erreur technique ou un malentendu. L'horodatage indiquait que le retrait avait eu lieu à 2h37 ce matin-là. J'étais profondément endormi, mon ordinateur portable verrouillé et posé sur ma table de chevet. La panique me monta à la gorge comme de la bile. J'ai vérifié Johns Hopkins. Même message. Stanford. Duke. Absolument chaque candidature affichait des avis de retrait identiques, tous horodatés entre 2 et 3 heures du matin. Ma colocataire, Jessica, m'a trouvé en hyperventilation sur le sol de la salle de bain 20 minutes plus tard, mon téléphone serré dans une main tremblante, tandis que l'autre agrippait la cuvette des toilettes. Elle m'a aidé à m'asseoir sur le canapé et m'a apporté de l'eau pendant que j'essayais d'expliquer ce qui s'était passé. C'est à ce moment-là que le message de Bethany est arrivé, livré avec la cruauté désinvolte que seuls les membres de la famille peuvent perfectionner, j'ai supprimé ta candidature en médecine. Maintenant, tu ne peux plus rivaliser avec moi. Le message était suivi d'une série d'émojis rieurs et d'une photo de sa lettre d'acceptation à la faculté de médecine de l'Université du Colorado, datée de 3 jours plus tôt. Elle célébrait son succès tout en détruisant méthodiquement le mien. Jessica a immédiatement appelé la sécurité du campus, pendant que je contactais frénétiquement le bureau des admissions de chaque école. La date limite était passée à minuit. Aucun appel n'était accepté. 4 années de préparation parfaite avaient été effacées par quelqu'un qui partageait mon ADN et ma chambre d'enfant. Le professeur Martinez est arrivé en moins d'1 heure. Son calme habituel s'est fissuré quand je lui ai montré les preuves. Il avait guidé des dizaines d'étudiants à travers leur candidature en médecine au cours de ses 20 ans de carrière, mais n'avait jamais rencontré de sabotage délibéré entre frères et sœurs. C'est un comportement criminel, Ernestine, dit-il, examinant doucement les confirmations de retrait sur mon écran d'ordinateur. Nous n'allons pas la laisser s'en tirer comme ça. Mais alors que j'étais assise dans son bureau cet après-midi-là, entourée de témoignages de professeurs qui croyaient en mon potentiel, et de lettres de recommandation qui louaient mon caractère, je me demandais si la croyance et le potentiel suffiraient à surmonter la trahison calculée de Bethany. Le pire n'était pas les candidatures détruites. C'était la prise de conscience insidieuse que ce niveau de sabotage nécessitait une connaissance intime de mes mots de passe, de mon emploi du temps, et de mes plus grandes vulnérabilités. Bethany n'avait pas simplement supprimé mes rêves de médecine sur un coup de tête. Elle planifiait cette attaque depuis des mois. Les mains usées du professeur Martinez tambourinaient contre son bureau en acajou, alors qu'il parcourait sa liste de contacts sur un smartphone démodé. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres de son bureau, illuminant des particules de poussière qui dansaient comme mes espoirs dispersés pour la médecine. « J'appelle quelqu'un qui peut t'aider », annonça-t-il, son accent s'épaississant de détermination. Eduardo Martinez avait immigré du Guatemala 30 ans plus tôt et avait bâti une carrière distinguée en biochimie par pure persévérance. Il comprenait la valeur du travail acharné et méprisait ceux qui essayaient de le contourner. La personne qu'il a appelée était le docteur Amanda Williams, une amie de la famille qui siégeait au comité des admissions de la faculté de médecine de l'Université de Californie, à San Francisco. En 2 heures, elle arrivait de Denver pour examiner les preuves du sabotage de Bethany. Le docteur Williams est arrivé avec une mallette en cuir, et arborant le genre de confiance professionnelle que confèrent 2 décennies à évaluer des candidats en médecine. Elle a écouté patiemment mon récit des découvertes du matin,
prenant des notes sur un bloc-notes jaune, tout en posant occasionnellement des questions de clarification sur la chronologie et les détails techniques. Les portails de candidature en médecine ne sont pas de simples sites web, expliqua-t-elle, sortant son ordinateur portable et se connectant au réseau sécurisé de l'université. Il existe des systèmes de suivi sophistiqués qui surveillent chaque clic, chaque frappe, et chaque tentative de connexion. Les écoles utilisent ces données pour identifier les activités frauduleuses et garantir l'intégrité des candidatures. Ses doigts volaient sur le clavier alors qu'elle accédait à des portails administratifs que je n'avais jamais vus. Écran après écran, des données techniques apparaissaient, adresses IP, journaux d'horodatage, informations de géolocalisation, et des modèles de comportement utilisateur qui peignaient un tableau détaillé de chaque interaction avec mes candidatures. Regardez ça, dit le docteur Williams, tournant son écran d'ordinateur vers le professeur Martinez et moi. Votre schéma de connexion normal montre un accès constant depuis la connexion Internet de votre appartement, et occasionnellement depuis la bibliothèque de l'université. Mais ces demandes de retrait proviennent toutes d'une adresse IP enregistrée à une résidence à Fort Collins. Fort Collins était l'endroit où Bethany vivait pendant sa dernière année à l'Université d'État du Colorado. Les preuves s'accumulaient déjà, mais le docteur Williams n'avait pas terminé son archéologie numérique. Les systèmes de candidature modernes suivent également les modèles comportementaux, continua-t-elle, ouvrant un autre programme d'analyse. Ils surveillent le temps que les utilisateurs passent sur chaque page, les sections qu'ils consultent, et la manière dont ils naviguent dans les menus. Quelqu'un de familier avec votre candidature se déplacerait rapidement entre les sections, sachant exactement où trouver les options de retrait. Le journal de données montrait que l'auteur avait passé moins de 3 minutes par candidature pour effectuer les retraits, les actions de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il cherchait et comment le trouver efficacement. Mon petit ami, Marcus, est arrivé juste au moment où le docteur Williams expliquait la sophistication technique requise pour l'attaque. Étudiant en dernière année d'informatique, Marcus avait été mon soutien indéfectible tout au long du stress des candidatures en médecine. Ses cheveux noirs étaient en désordre, car il avait traversé le campus en courant après que je l'ai appelé en larmes. Ce n'est pas juste un vol de mots de passe, dit Marcus après avoir examiné les preuves. Quelqu'un devait connaître tes questions de sécurité, tes adresses e-mail de secours, et tes préférences de vérification. Ce niveau d'accès suggère une surveillance à long terme de tes habitudes numériques. La révélation m'a frappé comme de l'eau glacée. Bethany n'avait pas seulement volé mes mots de passe. Elle avait systématiquement étudié mon comportement en ligne pendant des mois, voire des années. Chaque fois que je me connectais aux candidatures depuis l'ordinateur familial partagé pendant les vacances, chaque mention désinvolte des questions de sécurité lors des conversations familiales. Chaque moment de confiance avait été transformé en arme contre mon avenir. Le docteur Williams a passé plusieurs appels à des collègues dans des facultés de médecine, parlant à voix basse de cas de fraude sans précédent et des implications de cybercriminalité inter-États. La communauté médicale universitaire était plus petite et plus interconnectée que je ne l'avais réalisé. En quelques heures, la nouvelle de la nature sophistiquée de l'attaque de Bethany se répandait. Marcus a commencé sa propre enquête en utilisant des techniques de criminalistique informatique apprises dans ses cours de cybersécurité. Il a découvert que Bethany avait accédé à mes comptes de messagerie depuis plus de 8 mois, lisant ma correspondance avec les recruteurs des facultés de médecine et les mentors de recherche. Elle avait même intercepté et supprimé plusieurs invitations à des entretiens, ce qui expliquait pourquoi j'avais reçu moins de rappels que mes statistiques ne le laissaient supposer. Elle ne voulait pas seulement te battre, dit Marcus d'un air sombre, me montrant les preuves des emails supprimés. Elle voulait s'assurer que tu n'aies même jamais la chance de concourir. L'ampleur de la trahison s'est accrue à mesure que Marcus découvrait de nouvelles preuves. Bethany avait systématiquement sapé mes candidatures de manière que je n'avais jamais soupçonnée. Elle m'avait désinscrite de plusieurs listes de diffusion de facultés de médecine, me faisant manquer d'importants rappels de dates limites et des opportunités de candidature supplémentaires. Elle avait même modifié certains de mes brouillons d'essai, y introduisant de subtiles erreurs grammaticales et des incohérences logiques qui auraient pu affaiblir ma candidature. Le professeur Martinez a contacté son réseau de collègues à travers le pays, partageant les détails de la fraude sophistiquée tout en protégeant ma vie privée. La réponse a été immédiate et massive. Des administrateurs de facultés de médecine qui n'avaient jamais entendu mon nom exprimer leur indignation face à la violation de l'intégrité des candidatures. Le soir même, je recevais des appels de doyens et de directeurs des admissions d'écoles où je n'avais jamais postulé. La nouvelle s'était répandue lors de conférences professionnelles et via des listes de diffusion académique, au sujet d'une étudiante pré-médecine prometteuse, dont la propre sœur avait commis une fraude pour éliminer la concurrence.
Le docteur Sarah Chen, doyenne des admissions à la faculté de médecine de Johns Hopkins, m'a appelé personnellement pour discuter de ce qu'elle a qualifié de violation sans précédent de l'éthique académique. Sa voix portait l'autorité de quelqu'un qui avait examiné des dizaines de milliers de candidatures en médecine au cours de sa carrière. Nous suivons depuis plusieurs mois des schémas inhabituels dans les soumissions de candidatures, a révélé la doyenne Chen lors de notre conversation de 30 minutes. Votre cas a fourni des preuves cruciales pour une enquête beaucoup plus large sur une fraude systématique affectant les admissions en médecine à l'échelle nationale. La conversation a pris une tournure inattendue lorsque la doyenne Chen a expliqué que les facultés de médecine de premier plan collaboraient pour identifier et prévenir la fraude aux candidatures. Ils avaient remarqué des corrélations entre les candidatures retirées et les soumissions suspectes d'autres candidats, suggérant des efforts organisés pour manipuler le système. Les activités de votre sœur sont sous surveillance depuis plus longtemps que vous ne le pensez, dit la doyenne Chen avec précaution. Nous avons constitué un dossier complet qui implique plusieurs écoles et les forces de l'ordre fédéral. En raccrochant le téléphone, l'ampleur de la situation a commencé à se cristalliser. Il ne s'agissait pas seulement de rivalité fraternelle ou de dysfonctionnement familial. Bethany avait apparemment orchestré une opération de fraude sophistiquée qui menaçait l'intégrité même de l'enseignement médical. Marcus a passé la nuit dans mon appartement, tous deux restant éveillés pour surveiller ces programmes informatiques qui analysaient les preuves numériques. Au lever du soleil, nous avions découvert un réseau de fraude interconnecté, s'étendant sur plusieurs États et impliquant plusieurs autres étudiants en pré-médecine. Les preuves montraient que Bethany avait coordonné ses actions avec au moins deux autres personnes, Tyler Morrison de son groupe d'études, et Madison Wells, une amie de la famille dont le père était un chirurgien éminent à Denver. Ensemble, ils avaient développé une approche systématique pour saboter leurs concurrents, tout en améliorant leur propre candidature par le plagiat et la tromperie. Mais la découverte la plus choquante est survenue à 6 heures du matin, lorsque Marcus a réussi à récupérer des fichiers supprimés des comptes de médias sociaux de Bethany. Caché dans des messages archivés se trouvait un plan détaillé pour éliminer ce qu'elle appelait les 5 principales menaces à leur chance d'admission en médecine. Mon nom était en haut de cette liste. Le café près du campus bourdonnait de l'énergie matinale habituelle, des étudiants se précipitant vers leur cours de 8 heures, mais je me sentais déconnecté de ce chaos familier. Le docteur Williams avait organisé une rencontre avec quelqu'un qu'elle décrivait seulement comme une personne qui peut aider à expliquer ce qui s'est réellement passé. Cette introduction énigmatique me tordit l'estomac d'anxiété, face aux nouvelles révélations qui m'attendaient. La doyenne Sarah Chen a franchi la porte d'entrée à 9h30 précise, ses cheveux argentés captant la lumière du matin, et sa présence commandant une attention immédiate, même en pantalon kaki décontracté et blazer marine. Elle dégageait l'autorité de quelqu'un habitué à prendre des décisions qui façonnent des carrières médicales. Ernestine Thompson, dit-elle en me tendant une poignée de main ferme. J'ai entendu des choses exceptionnelles sur votre dossier académique et vos contributions à la recherche. Nous avons trouvé une table tranquille dans un coin, où la doyenne Chen a commandé un café noir et a ouvert un portefeuille en cuir rempli de documents qui allaient remodeler ma compréhension de tout ce qui s'était passé. Les admissions en faculté de médecine ont beaucoup évolué, bien au-delà du simple examen des relevés de notes et des résultats de tests, commença-t-elle, sa voix portant le ton mesuré de quelqu'un habitué à délivrer des informations complexes. Nous utilisons maintenant des systèmes de surveillance sophistiqués qui suivent les schémas comportementaux des candidats sur de multiples plateformes et institutions. Elle a expliqué qu'un consortium des meilleures facultés de médecine avait développé des protocoles de sécurité avancés pour lutter contre la fraude croissante dans les candidatures. Le système surveillait tout, du plagiat des essais aux schémas suspects dans les lettres de recommandation, créant ainsi des profils numériques complets de mauvaise conduite potentielle. Nous avons remarqué les premières irrégularités dans les candidatures soumises depuis le Colorado il y a environ 8 mois, a poursuivi la doyenne Chen, faisant glisser une analyse imprimée sur la table. Plusieurs candidats soumettaient des lettres de motivation presque identiques, avec seulement des variations mineures dans le choix des mots et la structure des phrases. Le document montrait des comparaisons côte à côte d'extraits d'essais qui provenaient clairement de sources communes. Le nom de Bethany apparaissait plusieurs fois dans l'analyse, avec ceux de Tyler Morrison et Madison Wells. Ils avaient partagé et modifié le travail des uns et des autres, tout en le présentant comme une œuvre originale. Mais le plagiat n'était que le début, dit la doyenne Chen en ouvrant un deuxième dossier. Nos systèmes de surveillance ont détecté des tentatives coordonnées pour retirer des candidatures concurrentes, depuis plusieurs adresses IP associées à la même région géographique. Mon cœur s'est emballé alors qu'elle me montrait des preuves que l'attaque de Bethany contre mes candidatures faisait partie d'une campagne systématique, ciblant des dizaines d'étudiants en pré-médecine très performants à travers le Colorado et les États voisins.
Les conspirateurs avaient créé un réseau sophistiqué pour identifier les menaces et éliminer la concurrence par le sabotage numérique. Nous documentons leurs activités depuis des mois, expliqua la doyenne Chen. Votre cas a fourni la dernière pièce du puzzle dont nous avions besoin pour impliquer les agences fédérales. La révélation que des enquêteurs du FBI surveillaient les activités de Bethany m'a laissé sans voix. Ce que j'avais interprété comme de la jalousie fraternelle était en fait du crime organisé, qui avait attiré l'attention nationale des spécialistes de la cybercriminalité. Le téléphone de la doyenne Chen a vibré avec un message texte qui l'a fait sourire pour la première fois de notre conversation. L'agent Rodriguez nous rejoindra sous peu. Elle est l'enquêtrice principale de ce que le bureau a désigné comme l'opération aux tables rases. L'agent spécial Maria Rodriguez est arrivée 15 minutes plus tard, vêtue d'un tailleur pantalon anthracite, et se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un habitué à poursuivre des criminels qui se croient intouchables. Sa poignée de main était ferme, ses yeux vifs et analytiques, alors qu'elle évaluait mes réactions à des révélations de plus en plus choquantes. Mademoiselle Thompson, votre sœur et ses associés ont mené ce que nous qualifions de terrorisme académique, expliqua l'agent Rodriguez, sortant une tablette chargée de dossiers de preuves. Ils ont systématiquement ciblé plus de 60 étudiants en pré-médecine très performants, dans cet état, en utilisant des techniques allant du vol d'identité à la fraude informatique. L'ampleur de l'entreprise criminelle de Bethany était stupéfiante. Elle avait recruté des complices dans plusieurs universités, créant un réseau qui partageait du matériel de candidature volée, et coordonnait des attaques contre les candidats concurrents. Ils avaient même développé des méthodes sophistiquées pour pirater les systèmes de lettres de recommandation et modifier les évaluations des professeurs, au profit des membres de leur groupe. Vos candidatures supprimées ont en fait déclenché toute notre enquête, a révélé l'agent Rodriguez. Les schémas étaient si évidents pour nos systèmes de surveillance que nous avons immédiatement reconnu une fraude organisée plutôt qu'une faute individuelle. La doyenne Chen a ouvert un troisième dossier contenant ce qu'elle a décrit comme une bonne nouvelle qui se faisait attendre. Le consortium des facultés de médecine avait préparé une réponse au réseau de fraude de Bethany, qui bannirait définitivement tous les participants des programmes médicaux accrédités, tout en offrant une réparation à leurs victimes. Nous avons documenté des preuves pour d'éventuelles poursuites, mais nous nous sommes également préparés à aider les étudiants comme vous, qui ont été lésés par ces activités criminelles, expliqua-t-elle. Vos candidatures originales n'ont jamais été vraiment perdues. Nous avons des enregistrements complets de tout ce que vous avez soumis. Le soulagement qui m'a envahi était immense, mais l'agent Rodriguez a prévenu que la justice exigerait de la patience et de la coopération. L'affaire fédérale contre le réseau de Bethany impliquait plusieurs juridictions et prendrait des mois à être entièrement instruite. Vous devez comprendre que cette enquête est bien plus vaste que votre situation personnelle, expliqua l'agent Rodriguez. Votre sœur opérait au sein d'un syndicat du crime organisé qui a fraudé des facultés de médecine, violé les lois fédérales sur la cybercriminalité, et porté atteinte à l'intégrité de l'enseignement médical. La doyenne Chen a sorti un dernier document qui a fait trembler mes mains alors que je lisais l'entête officielle de la faculté de médecine de Johns Hopkins. C'était une lettre d'acceptation, datée de 3 jours plus tôt, m'offrant l'admission avec une bourse complète, et un poste dans leur prestigieux programme de recherche. Nous attendions le bon moment pour vous faire cette offre, dit-elle avec une chaleur sincère. Sur la base de vos documents de candidature originaux, et des circonstances extraordinaires que vous avez endurées, notre comité d'admission a voté à l'unanimité pour vous accepter avec notre package financier le plus généreux. Mais l'agent Rodriguez a averti que le comportement criminel de Bethany était loin d'être terminé. La surveillance fédérale avait détecté de récentes tentatives de son réseau pour pirater les bases de données des facultés de médecine, et créer de faux relevés de notes pour des programmes à l'étranger qui pourraient ne pas être au courant de leur mise sur liste noire. Votre sœur fait face à des accusations fédérales qui pourraient entraîner une peine de prison importante, dit sobrement l'agent Rodriguez. Elle fait également face à des poursuites civiles de plusieurs facultés de médecine, qui demandent réparation pour les coûts d'enquête et les mises à niveau de sécurité des systèmes. Alors que nous nous préparions à quitter le café, la doyenne Chen a mentionné un dernier détail crucial qui définirait la phase suivante de cette épreuve. Le consortium des facultés de médecine a décidé de faire de ce cas un exemple, dit-elle. Nous tenons une conférence de presse conjointe demain pour annoncer la mise sur liste noire permanente de tous les participants au réseau, et les mesures de sécurité renforcées que nous mettons en œuvre pour prévenir des fraudes similaires. La pensée de l'attention publique me rendait anxieuse, mais la doyenne Chen m'a assuré que mon identité serait protégée, tandis que Bethany ferait face aux pleines conséquences de ses choix criminels. Elle a détruit votre vie privée quand elle a volé vos candidatures, ajouta l'agent Rodriguez. Maintenant, elle va devoir rendre des comptes publiquement pour ce qu'elle vous a fait,
avoué à des dizaines d'autres étudiants. En rentrant à mon appartement avec Marcus, qui avait tranquillement pris des notes tout au long de la réunion, j'ai réalisé que demain apporterait soit une justification complète, soit un tout nouveau niveau de chaos familial que je n'étais pas sûr d'être prêt à gérer. Le message de Bethany est arrivé juste au moment où nous atteignions ma porte d'entrée, il faut qu'on parle. Maintenant. Mais après tout ce que j'avais appris sur son réseau criminel et l'enquête fédérale, je savais que le temps des conversations familiales était révolu. Demain, elle ferait face à des conséquences dont même son charme et sa manipulation ne pourraient la sortir. Les coups frappés à la porte de mon appartement à 6 heures du matin m'ont tiré du premier sommeil paisible que j'avais connu depuis des jours. À travers le Judas, j'ai vu l'agent Rodriguez, flanqué de 2 autres enquêteurs fédéraux, leurs visages sombres mais déterminés. Des mandats de perquisition ont été exécutés simultanément à cet endroit, dans 3 États, annonça-t-elle alors que j'ouvrais la porte, encore en pyjama, essayant de mesurer l'ampleur de ce qui se passait. Nous avons besoin que vous identifiez certains objets que nous avons récupérés à la résidence de votre sœur. Marcus est sorti de la chambre, alerte malgré l'heure matinale, tandis que l'agent Rodriguez étalait des sacs de preuves sur la table de ma cuisine. Le contenu ressemblait aux vestiges d'une opération criminelle sophistiquée, plusieurs ordinateurs portables, des disques durs externes, des emails imprimés, des notes manuscrites détaillant des listes de cibles, et ce qui semblait être de faux documents d'identité. Votre sœur se préparait à fuir le pays, expliqua l'agent Rodriguez, brandissant un dossier contenant des réservations de vol pour les îles Caïmans et des dossiers de candidature pour des facultés de médecine des Caraïbes. Elle prévoyait de poursuivre son opération de fraude à l'international, en utilisant une fausse identité. Les écrans des ordinateurs portables montraient des historiques de navigation qui révélaient la véritable ampleur du réseau criminel de Bethany. Elle avait fait des recherches sur des facultés de médecine dans des pays avec des procédures de vérification des antécédents moins rigoureuses, identifiant des programmes où ces activités frauduleuses pourraient passer inaperçues. Le niveau de préméditation était stupéfiant. Tyler Morrison et Madison Wells avaient été arrêtés simultanément à leur domicile respectif, et tous deux coopéraient déjà avec les enquêteurs fédéraux en échange de peines réduites. Leurs aveux peignaient un tableau inquiétant de Bethany, la présentant comme le cerveau d'une opération qui détruisait systématiquement l'avenir de ses concurrents depuis plus de 2 ans. Morrison nous a fourni des journaux de discussion remontant à 18 mois, dit l'agent Rodriguez, ouvrant un épais classeur de messages imprimés. Votre sœur recrutait des complices dans plusieurs universités et développait des techniques de plus en plus sophistiquées pour la fraude académique. Les preuves montraient que Bethany avait créé des profils détaillés d'étudiants en pré-médecine très performants, étudiant leurs publications sur les réseaux sociaux, leurs emplois du temps, et leurs antécédents familiaux pour identifier des vulnérabilités. Elle avait même infiltré des groupes d'études et des organisations de bénévoles pour recueillir des renseignements sur des cibles potentielles. Mon téléphone a vibré. C'était un appel de la doyenne Chen, dont la voix portait un mélange de satisfaction et d'inquiétude. La conférence de presse conjointe commence dans 2 heures. Des administrateurs de facultés de médecine de tout le pays vont annoncer la mise sur liste noire permanente de tous les participants au réseau. La conférence de presse a été diffusée en direct sur les réseaux d'information académiques et les sites web des facultés de médecine. J'ai regardé depuis mon appartement un panel de doyens distingués annoncer ce qu'ils ont qualifié de l'enquête sur la fraude la plus complète de l'histoire de l'enseignement médical. Les individus impliqués dans ce réseau criminel ont été définitivement bannis de tous les programmes médicaux accrédités aux États-Unis, a annoncé le docteur Patricia Williams de la faculté de médecine de Harvard, sa voix portant le poids de l'autorité institutionnelle. Nous nous coordonnons également avec les organisations internationales d'enseignement médical pour nous assurer que ces interdictions soient reconnues mondialement. La caméra a balayé une salle remplie de journalistes et de responsables de l'enseignement médical, tandis que les doyens détaillaient la nature sophistiquée du réseau de fraude de Bethany. Ils avaient volé les dossiers de candidature de plus de 60 étudiants, modifié des lettres de recommandation, piraté les systèmes informatiques des universités, et même créé de faux relevés de notes pour améliorer leur propre candidature. Mes parents ont appelé quelques minutes après l'annonce, leur voix tremblant d'incrédulité et de honte. Nous n'en avions aucune idée, n'arrêtez pas de répéter maman, son sang-froid professionnel complètement brisé. Comment avons-nous pu élever quelqu'un capable de ça? L'expérience comptable de papa l'a aidé à saisir rapidement les implications financières des crimes de Bethany. Les facultés de médecine demandaient des dédommagements dépassant les $200 000 pour les coûts d'enquête, les mises à niveau de sécurité des systèmes, et les dommages à la réputation institutionnelle. Nous allons devoir vendre la maison, dit-il calmement lors de notre conversation téléphonique émouvante. Les frais de justice seuls vont nous ruiner,
Et c'est avant même tout paiement de dédommagement. La famille dans laquelle j'avais grandi se désintégrait en temps réel, et je me sentais à la fois justifié et le cœur brisé, en regardant mes parents affronter la réalité du comportement criminel de leur fille préférée. L'agent Rodriguez est revenu cet après-midi-là avec la nouvelle que la comparution de Bethany était prévue pour le lendemain matin. Les procureurs fédéraux recommandaient une peine de prison importante, en raison de l'ampleur de son entreprise criminelle et des preuves d'activité frauduleuse continue, même après le début de l'enquête. Elle a essayé de vous contacter à plusieurs reprises, a prévenu l'agent Rodriguez, me montrant les journaux d'appel et de messages textes interceptés dans le cadre de l'enquête. Elle prétend vouloir s'excuser, mais nos analystes comportementaux pensent qu'elle essaie en fait de vous manipuler pour que vous fournissiez un témoignage de moralité. L'évaluation psychologique ordonnée par les procureurs fédéraux a brossé un portrait inquiétant d'une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique, qui considérait les réussites des autres comme des menaces personnelles nécessitant une élimination. Bethany s'était sincèrement convaincue qu'elle avait droit au succès, quelles que soient les méthodes requises pour l'atteindre. Marcus a passé la journée à rechercher des précédents juridiques pour les poursuites fédérales pour crimes informatiques, découvrant que des cas similaires avaient abouti à des peines allant de 3 à 10 ans, en fonction des dommages financiers et du nombre de victimes. Avec plus de 60 victimes confirmées et des centaines de milliers de dollars de dommages, Bethany faisait face à la fourchette haute des directives de détermination de la peine fédérale. L'Université du Colorado a publié une déclaration cet après-midi-là, annonçant la création de nouveaux programmes de bourse pour les étudiants victimes de fraude académique. La bourse de rétablissement de l'intégrité académique fournirait un soutien financier aux victimes pendant qu'elles reconstruiraient leurs perspectives éducatives et professionnelles. Votre cas est devenu un catalyseur de changement positif dans tout le système d'enseignement médical, a expliqué le professeur Martinez lors d'un appel téléphonique empreint de fierté et d'étonnement. Les facultés de médecine mettent en œuvre des mesures de sécurité qui protégeront les futures générations d'étudiants contre ce type de fraude. Mais le moment le plus profond est arrivé lorsque la doyenne Chen a appelé pour m'informer que Johns Hopkins n'était pas la seule école à m'offrir une admission. Sur la base des circonstances extraordinaires et de ma résilience avérée, je recevais des offres d'admission de Harvard, Stanford, la Mayo Clinic, et 3 autres programmes médicaux de premier plan. Vous avez des choix dont la plupart des étudiants ne font que rêver, dit-elle chaleureusement. La communauté de l'enseignement médical reconnaît que vous avez fait preuve exactement du genre de caractère et d'intégrité que nous recherchons chez les futurs médecins. L'ironie que les tentatives de Bethany pour détruire mes perspectives en médecine aient en fait abouti à des opportunités dépassant tout ce que j'avais initialement imaginé ne m'a pas échappé. Son comportement criminel avait exposé mes qualifications à des responsables des admissions qui n'auraient peut-être jamais remarqué ma candidature dans des circonstances normales. Alors que le soir approchait, j'ai réalisé que demain apporterait la confrontation finale avec ma sœur. Le palais de justice fédéral où sa comparution était prévue était devenu le théâtre d'un règlement de compte qui se préparait depuis des années. L'agent Rodriguez m'a prévenu que Bethany tenterait probablement une dernière manipulation lors de notre rencontre inévitable. Mais après tout ce que j'avais appris sur sa cruauté systématique et sa sophistication criminelle, je me sentais prête à affronter toutes les tactiques désespérées qu'elle pourrait employer. Le message texte qui est arrivé juste avant minuit a confirmé ce à quoi je m'attendais, s'il te plaît, viens au palais de justice demain. J'ai quelque chose d'important à te dire sur pourquoi j'ai fait ça. Tu mérites de comprendre la vérité. Mais je comprenais déjà la vérité. Bethany avait choisi de devenir une criminelle plutôt que d'accepter une compétition équitable. Et demain, elle ferait face à des conséquences que ni le charme ni la manipulation ne pourraient surmonter. Les marches du palais de justice fédéral bourdonnaient d'activités médiatiques alors que je m'approchais de l'imposant bâtiment de granit où le sort de Bethany serait scellé. Les équipes de télévision locales avaient positionné leurs caméras pour capturer ce que les journalistes appelaient l'un des cas de fraude académique les plus importants de l'histoire récente. L'agent Rodriguez m'a retrouvé au contrôle de sécurité, son attitude professionnelle s'adoucissant légèrement alors qu'elle me guidait à travers la cohue médiatique. Votre sœur a demandé à vous parler avant l'audience. Vous n'avez aucune obligation de la voir, mais si vous choisissez de le faire, nous surveillerons la conversation. La salle de visite semblait stérile et froide, séparée par une vitre renforcée qui me renvoyait le reflet de mon expression nerveuse. Quand Bethany est entrée, vêtue d'une combinaison orange de la prison du comté, j'ai à peine reconnu la sœur confiante et manipulatrice qui avait tourmenté mon enfance et détruit mes candidatures. Ses cheveux blonds pendaient, ternes et sales, son maquillage habituellement parfait remplacé par des cernes sombres sous des yeux qui semblaient avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours. Les vêtements de marque et le sourire étudié qui avaient charmé professeurs et parents avaient disparu, ne laissant qu'une jeune femme effrayée,
confrontée aux conséquences de choix qui avaient échappé à tout contrôle. Ernestine, dit-elle à travers l'interphone, sa voix se brisant avec ce qui ressemblait, pour la première fois de notre relation, à un remords sincère. Je sais que tu me détestes probablement, mais je devais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Je suis restée silencieuse, attendant la dernière manipulation qu'elle avait préparée. Mais les mots qui sont sortis m'ont surprise par leur honnêteté brute. J'étais terrifiée que tu réussisses là où j'allais échouer, a-t-elle avoué, des larmes coulant sur ses joues. Tu as toujours été l'intelligente, celle qui obtenait tout par le travail acharné. Et je savais que si nous postulions toutes les deux en médecine, tu serais admise dans de meilleurs programmes que moi. Sa confession a duré 20 minutes, révélant des années d'insécurité et de jalousie qui avaient pourri jusqu'à devenir un comportement criminel. Elle a décrit une pression constante pour maintenir la façade de la fille parfaite, tout en me regardant atteindre une excellence académique authentique qu'elle ne pourrait jamais égaler. Je me suis convaincu que si je pouvais juste équilibrer les chances, nous pourrions toutes les deux réussir, dit-elle désespérément. Je n'ai jamais eu l'intention que ça devienne si compliqué, ou que ça blesse tant d'autres personnes. Mais pendant qu'elle parlait, j'ai réalisé que même dans son prétendu moment d'honnêteté, Bethany essayait toujours de manipuler le récit. Elle se présentait comme une victime de la pression familiale, plutôt que d'accepter la responsabilité de choix criminels calculés qui avaient détruit des dizaines d'avenirs. On m'a proposé un accord de plaidoyer, dit-elle finalement, sa voix tombant à un murmure. 3 ans de prison fédérale plus des dédommagements. Mais j'ai besoin que tu fournisses une référence de moralité, disant que ce n'est pas vraiment qui je suis. La demande a confirmé que sa démonstration émotionnelle n'était qu'une autre tactique de manipulation. Même face à la prison fédérale, elle essayait encore d'utiliser notre relation familiale pour minimiser les conséquences de son comportement criminel. Non, dis-je simplement, en me levant pour partir. Tu as fait tes choix, et maintenant tu dois vivre avec les résultats. Sa façade s'est complètement effondrée alors que je m'éloignais. Ses cris de colère et ses accusations résonnaient dans l'établissement de visite. La vraie Bethany était enfin visible. Pas une victime incomprise, mais une criminelle narcissique dont le sentiment de droit avait détruit toute possibilité de réconciliation familiale. La procédure de comparution a été rapide et décisive. La procureure fédérale, Jennifer Martinez, a détaillé l'ampleur du réseau criminel de Bethany, le décrivant comme une opération de fraude sophistiquée qui menaçait l'intégrité de l'enseignement médical à l'échelle nationale. Lorsque la juge Patricia Thompson a demandé si elle comprenait les charges, la voix de Bethany était à peine audible alors qu'elle plaidait coupable de fraude informatique fédérale, de vol d'identité et de complot. La peine recommandée de 3 à 5 ans de prison fédérale semblait presque dérisoire après l'ampleur dramatique de ces crimes. Tyler Morrison et Madison Wells avaient déjà accepté des accords de plaidoyer en échange de leur coopération, recevant des peines plus courtes qui reflétaient leur rôle secondaire dans le complot. Mais en tant que meneuse présumée, Bethany faisait face aux peines les plus sévères et servirait d'exemple pour tout futur fraudeur académique en puissance. À l'extérieur du palais de justice, la doyenne Chen a tenu une conférence de presse improvisée, annonçant le lancement de réformes complètes de la sécurité des candidatures en médecine. Le protocole Thompson, nommé en mon honneur, mettrait en œuvre des systèmes de surveillance avancés, conçus pour prévenir le type de fraude sophistiquée que le réseau de Bethany avait perpétré. Ce cas a démontré à la fois la vulnérabilité de nos systèmes actuels et la résilience des étudiants qui maintiennent leur intégrité académique malgré des défis extraordinaires, a annoncé la doyenne Chen aux journalistes rassemblés. Nous nous engageons à garantir que les futures générations d'étudiants en médecine soient protégées contre ce type de comportement criminel. L'attention était écrasante, mais aussi profondément gratifiante. Plusieurs facultés de médecine ont annoncé des programmes de bourse pour les victimes de fraude, et l'Association des collèges médicaux américains m'a invité à prendre la parole lors de leur conférence annuelle sur l'importance de l'intégrité académique. Marcus m'a demandé en mariage ce soir-là, dans mon appartement, choisissant le moment où la tension médiatique s'était enfin calmée et où nous pouvions nous concentrer sur notre avenir plutôt que sur le passé destructeur de Bethany. Sa bague était simple mais magnifique, et son discours de demande en mariage était centré sur la construction d'une vie basée sur la réussite honnête et le soutien mutuel. Je veux passer ma vie avec quelqu'un qui choisit l'intégrité, même quand c'est difficile, dit-il, posant un genou à terre à côté de la table de cuisine où nous avions examiné pour la première fois les preuves des crimes de Bethany. Tu m'as montré ce qu'est le vrai caractère. L'organisation du mariage a été une distraction bienvenue des procédures judiciaires en cours et des interviews médiatiques. Nous avons opté pour une petite cérémonie, en nous concentrant sur les personnes qui nous avaient soutenus pendant la crise,
plutôt que d'essayer de naviguer dans les dynamiques familiales complexes créées par le comportement criminel de Bethany. Mes parents étaient présents, leur honte et leur culpabilité encore évidentes, mais tempérées par la fierté de la façon dont j'avais géré la situation. Ils avaient commencé une thérapie familiale pour aborder le favoritisme et les comportements permissifs qui avaient contribué au sentiment de droit de Bethany, et notre relation guérissait lentement. Le moment le plus significatif est venu lorsque le professeur Martinez m'a conduite à l'hôtel, symbolisant comment le mentorat académique avait fourni le soutien familial que les liens du sang n'avaient pas réussi à offrir. Sa fierté face à ma résilience et à ma future carrière médicale a ému tout le monde. La faculté de médecine de Johns Hopkins m'a offert une admission différée, ce qui me laisserait le temps que l'attention médiatique retombe et que les procédures judiciaires se terminent. La bourse complète comprenait un financement pour des projets de recherche et des présentations de conférences qui aideraient à établir ma carrière en éthique médicale et en prévention de la fraude. L'ironie que les crimes de Bethany aient créé des opportunités pour que je me spécialise en intégrité académique n'a échappé à personne. Ces tentatives de détruire mon avenir avaient en fait révélé ma vocation, aider à prévenir des crimes similaires contre de futurs étudiants. 6 mois après la comparution, j'ai reçu ma justification finale lorsque le consortium des facultés de médecine a annoncé que les mesures de sécurité développées en réponse à la fraude de Bethany avaient déjà empêché 12 autres tentatives de fraude à travers le pays. Son comportement criminel avait par inadvertance renforcé l'ensemble du système d'enseignement médical. Mais le moment le plus satisfaisant est venu lorsque l'agent Rodriguez a appelé pour m'informer que les tentatives de Bethany de poursuivre son opération de fraude depuis la prison avaient abouti à des accusations fédérales supplémentaires. Elle avait utilisé des téléphones portables de contrebande pour se coordonner avec des conspirateurs internationaux, ajoutant des années à sa peine éventuelle. Certaines personnes n'apprennent jamais, a dit l'agent Rodriguez avec un détachement professionnel. Votre sœur semble déterminée à rester une criminelle, peu importe les conséquences. Alors que je me préparais à commencer mes études de médecine, avec Marcus à mes côtés et une voie de carrière claire axée sur l'intégrité académique, j'ai réalisé que la trahison de Bethany avait finalement révélé ma propre force et ma résilience. Son pire moment était devenu le fondement de mes plus belles opportunités. L'appel de l'agent Rodriguez est arrivé un mardi matin de début septembre, quelques semaines seulement avant que je ne commence mes études de médecine à Johns Hopkins. Sa voix portait un mélange d'étonnement et de frustration professionnelle alors qu'elle annonçait une nouvelle qui allait clore un chapitre de la saga criminelle de Bethany, tout en ouvrant un autre. Votre sœur a été surprise en train de diriger une nouvelle opération de fraude depuis la prison fédérale, annonça-t-elle, son ton suggérant que ce développement surprenait même les enquêteurs chevronnés. Elle utilisait des téléphones portables de contrebande pour se coordonner avec des conspirateurs internationaux, tentant d'infiltrer des facultés de médecine des Caraïbes. La sophistication de l'activité criminelle continue de Bethany était stupéfiante. La surveillance fédérale avait détecté ses communications avec des individus aux îles Caïmans, en République dominicaine, et dans plusieurs autres endroits où des programmes médicaux offshore offraient des procédures de sélection moins rigoureuses. Elle vendait des relevés de notes et des lettres de recommandation falsifiées à des étudiants sur liste noire, prêts à payer des prix élevés pour des titres frauduleux, expliqua l'agent Rodriguez. Nous avons documenté des transactions totalisant plus de 50 000 $ au cours des 3 derniers mois. L'enquête a révélé que Bethany avait recruté des codétenus ayant une expérience en cybercriminalité pour l'aider à établir un réseau international de fraude académique. Utilisant une technologie de contrebande et des communications codées, elle avait essentiellement transformé sa cellule de prison en quartier général d'une opération de contrefaçon mondiale. Marcus m'a conduite au palais de justice fédéral où des procédures de comparution supplémentaires étaient prévues pour les charges élargies. L'attention médiatique s'était de nouveau intensifiée, les revues spécialisées en éducation et en cybercriminalité couvrant ce que les experts juridiques appelaient une persistance criminelle sans précédent. La plupart des accusés tentent de minimiser leur exposition lors des procédures de détermination de la peine, expliqua l'avocat de la défense Michael Shen, qui avait été commis d'office pour représenter Bethany après que les ressources financières de sa famille eurent été épuisées par les paiements de restitution. Votre sœur semble déterminée à maximiser sa responsabilité pénale, quelles qu'en soient les conséquences. La salle d'audience était comble, avec des représentants des facultés de médecine, des enquêteurs fédéraux, et des responsables de l'éducation internationale qui avaient voyagé pour assister à ce que les procureurs qualifiaient de récits édifiants sur jusqu'où certains individus iront pour atteindre un succès frauduleux. Quand Bethany est entrée, portant des chaînes et un uniforme de prison fédérale, j'ai été frappé de voir à quel point elle avait changé pendant son incarcération. La manipulation confiante qui avait défini sa personnalité était remplacée par un défi désespéré, qui suggérait qu'elle avait complètement perdu le contact avec la réalité.
La procureure fédérale Jennifer Martinez a présenté des preuves qui peignaient un tableau inquiétant d'escalade criminelle plutôt que de réhabilitation. Bethany avait non seulement poursuivi son opération de fraude depuis la prison, mais elle en avait élargi la portée et la dimension internationale, tout en faisant déjà face à des accusations fédérales. L'accusé a fait preuve d'un mépris total pour les conséquences juridiques et l'autorité institutionnelle, a annoncé la procureure Martinez à la juge Patricia Thompson. Son comportement criminel continu en détention suggère qu'elle représente une menace permanente pour les établissements d'enseignement du monde entier. Les preuves étaient accablantes et indéniables. Les enquêteurs fédéraux avaient enregistré des appels téléphoniques où Bethany discutait de la création de fausses identités pour des clients, de la mise en place de services de fausses lettres de recommandation, et même de la planification de la création de programmes médicaux frauduleux dans des pays à faible surveillance réglementaire. Tyler Morrison et Madison Wells ont comparu comme témoins à charge, leurs accords de coopération les obligeant à témoigner sur le rôle de Bethany en tant que cerveau criminel qui les avait recrutés dans la fraude académique. Leurs témoignages ont révélé des années de manipulation et d'intimidation qui les avaient contraints à un comportement criminel qu'ils avaient initialement refusé. Bethany a menacé de détruire nos carrières universitaires si nous ne participions pas à ces combines, a témoigné Tyler, sa voix tremblant d'émotion. Elle avait déjà démontré sa capacité à ruiner l'avenir d'autres étudiants, alors nous avons senti que nous n'avions pas d'autre choix que de coopérer. Le témoignage de Madison était encore plus accablant, révélant que Bethany avait documenté leurs activités criminelles pour maintenir une emprise sur ses complices. Elle avait créé des dossiers détaillés contenant des preuves qui pourraient détruire leur avenir s'ils tentaient un jour de se retirer de son réseau. Elle appelait ça la destruction mutuelle assurée, a expliqué Madison à la salle d'audience comble. Elle s'assurait que tout le monde était si profondément impliqué dans des activités criminelles que personne ne pouvait l'exposer sans se détruire soi-même. Mais le témoignage le plus choquant est venu d'une codétenue qui a décrit le comportement de Bethany pendant son incarcération. Plutôt que d'exprimer des remords ou de chercher à se réhabiliter, elle s'était vantée de sa sophistication criminelle et recrutait d'autres prisonnières pour de futures combines frauduleuses à leur libération. Elle parlait de ça comme d'une entreprise commerciale qui avait été temporairement interrompue par des complications juridiques, a témoigné Sarah Johnson, dont la propre condamnation pour fraude informatique en avait fait une cible pour les efforts de recrutement de Bethany. Elle croyait sincèrement qu'elle était plus intelligente que les forces de l'ordre et qu'elle finirait par déjouer le système. La décision de la juge Thompson concernant la peine a reflété la nature extraordinaire du comportement criminel continu de Bethany. Les charges supplémentaires entraînaient des peines qui allaient effectivement doubler sa durée de prison fédérale, avec des sanctions aggravées pour les activités criminelles menées en détention. L'accusé a démontré une incapacité totale à conformer son comportement aux normes légales, a annoncé la juge Thompson avec une frustration évidente. Ce tribunal a rarement rencontré une conduite criminelle aussi persistante face à des conséquences juridiques claires. La peine finale s'élevait à 8 ans de prison fédérale, plus des paiements de restitution accrus qui dépasseraient probablement les $400 000. Le comportement criminel de Bethany avait non seulement détruit son propre avenir, mais avait créé des obligations financières qui pèseraient sur elle pendant des décennies après sa libération éventuelle. Alors qu'on l'emmenait, enchaînée, Bethany s'est tournée vers la galerie où j'étais assise avec Marcus et mes parents. Ces derniers mots m'étaient adressés, avec la même rage narcissique qui avait motivé ses crimes initiaux. Tout ça, c'est de ta faute, a-t-elle crié alors que les huissiers la maîtrisaient. Si tu n'étais pas si parfaite, je n'aurais pas eu besoin de niveler le terrain de jeu. Tu as détruit notre famille en étant meilleur que moi. L'explosion a confirmé ce que les évaluateurs psychologiques avaient conclu lors de son évaluation présententielle, Bethany était incapable d'accepter la responsabilité de ses choix et resterait probablement un danger pour les établissements d'enseignement indéfiniment. À l'extérieur du palais de justice, la doyenne Chen s'est adressée aux journalistes sur les implications plus larges de l'affaire de Bethany pour la sécurité de l'enseignement médical. La portée internationale de son activité criminelle continue avait incité à une coopération entre les facultés de médecine américaines et les établissements d'enseignement du monde entier pour prévenir des schémas de fraude similaires. Ce cas a démontré que la fraude académique n'est pas simplement un problème national nécessitant des solutions locales, a-t-elle expliqué aux médias rassemblés. Nous travaillons maintenant avec des partenaires internationaux pour créer des normes mondiales pour la sécurité des candidatures et la vérification des diplômes. Mes parents se sont approchés de moi avec des expressions de honte et de chagrin profond, leur image de famille soigneusement entretenue complètement brisée par des années de procédures judiciaires et de couverture médiatique. Maman avait pris une retraite anticipée de son poste d'infirmière, en raison du stress et de l'embarras d'avoir une fille criminelle condamnée. Nous sommes tellement désolés de ne pas avoir vu qui elle était vraiment, a dit papa doucement,
sa précision de comptable totalement inadéquate pour calculer les dommages émotionnels que Bethany avait infligés à tout le monde autour d'elle. Nous avons encouragé son comportement en lui trouvant des excuses et en la protégeant des conséquences. La thérapie familiale qu'il suivait les aidait à comprendre comment leur favoritisme et leur indulgence avaient contribué au sentiment de droit de Bethany. Mais les dommages causés à nos relations prendraient des années à être entièrement réparés. Certaines blessures guérissent, mais elles laissent des cicatrices permanentes qui changent à jamais le paysage des dynamiques familiales. Alors que nous rentrions en voiture ce soir-là, Marcus et moi avons réfléchi à la manière dont nos vies avaient été complètement transformées par les choix criminels de Bethany. Ce qui avait commencé comme une rivalité fraternelle avait dégénéré en crimes fédéraux qui définiraient notre héritage familial pour des générations. Mais son comportement criminel continu avait également apporté une conclusion définitive à tout doute persistant sur son caractère ou ses motivations. Il n'y avait pas de victime incomprise sous la façade criminelle, seulement un individu narcissique dont le sentiment de droit avait métastasé en une criminalité persistante, qui continuerait probablement, peu importe les conséquences. Le chapitre était enfin clos, et je pouvais commencer mes études de médecine sans me demander si Bethany chercherait un jour la rédemption ou la réconciliation familiale. Ces choix avaient rendu ces deux issues impossibles, me donnant la clarté nécessaire pour avancer dans ma vie et ma carrière. 3 ans plus tard, je me tenais à la cérémonie de remise des diplômes de Johns Hopkins, portant la blouse blanche qui avait autrefois semblé un rêve impossible. La lumière du soleil d'automne filtrait à travers les colonnes historiques de l'université, alors que la doyenne Chen se préparait à prononcer le discours d'ouverture à notre promotion de futurs médecins. Marcus était assis dans le public, portant son alliance et un sourire fier, ayant terminé son diplôme en cybersécurité et décroché un poste dans une entreprise de Baltimore, spécialisée dans la protection des établissements d'enseignement contre le type exact de fraude que Bethany avait perpétré. Notre expérience commune avait façonné nos deux parcours professionnels de manière que nous n'aurions jamais pu anticiper. Mes parents assistaient à la cérémonie, leur relation avec moi se rétablissant lentement après des années de thérapie familiale et de conversations honnêtes sur le favoritisme et la complaisance qui avaient contribué au comportement criminel de Bethany. Ils avaient vendu leur maison de rêve à Lakewood pour payer les frais de restitution, mais leur présence représentait un engagement à reconstruire des liens familiaux basés sur l'honnêteté plutôt que sur la manipulation. Le professeur Martinez était assis dans la section des professeurs émérites, sa fierté évidente alors qu'il regardait l'étudiante dont il avait reconnu et protégé le potentiel dans ses moments les plus sombres. Il avait joué un rôle déterminant dans le développement de nouveaux programmes d'intégrité académique, qui étaient maintenant mis en œuvre dans les universités à travers le pays. La cérémonie comprenait une reconnaissance spéciale pour mon travail de développement du protocole Thomson, le système de sécurité complet qui avait empêché plus de 200 tentatives de fraude au cours des 3 dernières années. Les facultés de médecine du monde entier mettaient en œuvre des mesures similaires, créant un héritage qui transformait les normes de sécurité éducative. L'intégrité académique est le fondement sur lequel l'enseignement médical doit être construit, ai-je expliqué lors de mon discours de remerciement pour le prix du doyen pour l'éthique en médecine. Lorsque les étudiants compromettent cette intégrité, ils sapent non seulement leur propre avenir, mais aussi la confiance que la société place dans la profession médicale. Le public composé d'étudiants diplômés, de familles fières, et de professeurs distingués représentait le meilleur de l'enseignement médical, des individus engagés dans la guérison, l'honnêteté, et les normes éthiques les plus élevées. Debout devant eux, j'ai réfléchi à la manière dont la tentative de destruction de Bethany avait finalement renforcé mon engagement envers ces valeurs. Ma spécialisation en éthique médicale et en prévention de la fraude était née naturellement du traumatisme de sa trahison. Les projets de recherche que j'avais menés pendant mes études de médecine se concentraient sur l'identification des facteurs psychologiques qui prédisposent les individus à la malhonnêteté académique, et sur le développement de programmes d'intervention pour les étudiants à risque. Le livre que j'avais écrit sur la manière de surmonter la trahison familiale et de maintenir l'intégrité sous une pression extrême était publié par une grande presse universitaire, les bénéfices soutenant des programmes de bourse pour les étudiants victimes de fraude académique. L'histoire de Bethany était devenue un récit édifiant qui éduquerait les générations futures sur l'importance du comportement éthique. L'agent Rodriguez a assisté à la cérémonie en tant qu'invité, sa présence représentant l'engagement continu des forces de l'ordre à poursuivre la fraude académique. Le groupe de travail fédéral créé en réponse au crime de Bethany était devenu une initiative permanente qui protégeait les établissements d'enseignement à l'échelle nationale. L'affaire de votre sœur a changé la façon dont nous enquêtons et poursuivons la fraude académique, a-t-elle expliqué lors de notre conversation après la cérémonie. Les protocoles développés lors de cette enquête sont devenus une pratique standard pour les unités fédérales de cybercriminalité à travers le pays. Les dernières nouvelles sur la situation de Bethany étaient sombres,
mais pas surprenante. Elle avait été transférée 2 fois dans des établissements à sécurité maximale en raison de tentatives continues de fraude et de manipulation, même au sein du système pénitentiaire. Sa date de libération prévue avait été prolongée en raison d'infractions supplémentaires et de problèmes disciplinaires qui suggéraient une incapacité totale à réformer son comportement. Certains individus sont simplement incapables d'un comportement honnête, a dit l'agent Rodriguez de manière factuelle. Votre sœur semble déterminée à rester une criminelle, peu importe les circonstances ou les conséquences. Les rapports d'évaluation psychologique indiquaient que Bethany avait été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité narcissique sévère et des traits antisociaux qui rendaient la réhabilitation peu probable. Les psychologues de la prison recommandaient de ne pas envisager de libération anticipée en raison de ses tentatives de manipulation continue et de son manque de remords sincères. Mais l'indicateur le plus révélateur de son caractère inchangé était peut-être la correspondance que j'avais reçue d'elle plus tôt cette année-là. Plutôt que d'exprimer des remords ou de chercher la réconciliation, elle avait tenté de me convaincre d'investir dans ce qu'elle décrivait comme des services de conseil en éducation révolutionnaire qu'elle prévoyait de lancer à sa libération. La lettre révélait qu'elle développait toujours des combines pour monétiser son expertise criminelle, croyant apparemment que son expérience de la fraude la qualifiait comme consultante experte en sécurité éducative. Le manque total de conscience de soi et la pensée criminelle continue confirmaient que la prison n'avait rien fait pour corriger ses défauts de caractère fondamentaux. Je n'avais pas répondu à sa lettre, la reconnaissant comme une autre tentative de manipulation conçue pour rétablir un contact qui pourrait être exploité à des fins criminelles futures. La relation familiale qui avait autrefois défini mon enfance était définitivement rompue par des choix qui ne pourraient jamais être pardonnés ou oubliés. Marcus et moi avions bâti notre mariage sur des fondations d'honnêteté, de soutien mutuel, et d'un engagement partagé envers un comportement éthique dans nos vies professionnelles. Notre mariage avait été petit et intime, se concentrant sur les personnes qui avaient montré une attention sincère pendant nos moments les plus difficiles, plutôt que d'essayer de maintenir des relations endommagées par les crimes de Bethany. L'appartement que nous partagions près de Johns Hopkins était modeste mais confortable, rempli de livres sur l'éthique médicale et la cybersécurité plutôt que des possessions matérielles qui avaient autrefois symbolisé le succès dans ma famille d'origine. Notre bonheur venait d'un travail significatif et de relations authentiques, plutôt que de la compétition ou de la validation externe. Le fonds de bourse que nous avions créé en l'honneur des victimes de fraude avait atteint plus de $100 000, fournissant un soutien financier aux étudiants dont les rêves éducatifs avaient été menacés par un comportement criminel. Chaque bénéficiaire représentait une victoire sur le type de comportement destructeur que Bethany avait choisi d'adopter. Mon programme de résidence en médecine interne commencerait dans seulement 2 mois, mais j'étais déjà courtisé par des facultés de médecine intéressées par mon expertise en intégrité académique et en prévention de la fraude. Le parcours de carrière qui avait émergé du traumatisme offrait des opportunités de protéger les futures générations d'étudiants contre une victimisation similaire. Debout sur les marches de Johns Hopkins, alors que les étudiants en médecine fraîchement diplômés célébraient avec leurs familles, j'ai réfléchi à la transformation profonde qui s'était produite au cours des 4 dernières années. La tentative de Bethany de détruire mon avenir avait finalement révélé une force et une résilience que je ne soupçonnais pas posséder. La leçon la plus importante était que l'intégrité ne peut être compromise, peu importe la pression, la trahison, ou l'avantage apparent. Lorsque les individus choisissent la malhonnêteté et le comportement criminel, ils se détruisent finalement eux-mêmes, tout en renforçant le caractère de ceux qui maintiennent des normes éthiques malgré l'adversité. Marcus m'a rejointe sur les marches du palais de justice où ce voyage avait commencé, tous deux changés par des expériences qui avaient mis à l'épreuve notre engagement envers l'honnêteté et le comportement éthique. Le bâtiment fédéral où Bethany avait été condamnée représentait maintenant la justice et la responsabilité, plutôt qu'un traumatisme familial. « Es-tu prête à commencer le prochain chapitre ?» a-t-il demandé, prenant ma main alors que nous regardions d'autres diplômés célébrer avec leurs familles. « Je suis prête depuis le jour où elle a supprimé mes candidatures, ai-je répondu, réalisant que la trahison de Bethany avait finalement fourni le fondement de chaque succès qui a suivi. L'avenir s'étendait devant moi, rempli d'opportunités de guérir des patients, de prévenir la fraude, et de protéger d'autres étudiants du type de comportement criminel qui avait autrefois menacé de détruire mes rêves. Les pires choix de Bethany étaient devenus le catalyseur de mes plus grandes réussites, prouvant que l'intégrité et la persévérance triomphent finalement de la manipulation et de la criminalité. Alors que nous nous éloignions de la cérémonie, vers notre voiture et la phase suivante de notre vie ensemble, j'ai ressenti une profonde gratitude pour le voyage qui nous avait amenés à ce moment. Parfois, les personnes qui nous blessent le plus deviennent des catalyseurs involontaires de notre plus grande croissance, révélant une force que nous ne soupçonnions pas posséder, et clarifiant des valeurs qui nous guideront à travers tous les défis à venir.
La trahison qui avait autrefois semblé être la fin de tout avait en fait été le début d'une vie construite sur des réalisations authentiques, des relations sincères, et la profonde satisfaction de savoir que le succès a été gagné par un effort honnête, plutôt que par des raccourcis criminels. Avez-vous déjà été confronté à une situation où un proche a tenté de saboter vos rêves? Comment avez-vous trouvé la force de surmonter cette trahison et de continuer à poursuivre vos objectifs? J'aimerais beaucoup lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui fait face à des défis similaires. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime pour soutenir d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message de résilience et de justice. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la manière de surmonter l'adversité et de maintenir son intégrité lorsque cela compte le plus. Et s'il vous plaît, partagez ceci avec toute personne qui pourrait bénéficier de savoir que la trahison n'a pas à définir votre avenir. Parfois, elle révèle la force que vous ne saviez pas que vous aviez. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de la trahison au triomphe. Rappelez-vous que votre intégrité est votre bien le plus précieux, et personne ne peut vous l'enlever à moins que vous ne choisissiez de l'abandonner. Continuez à vous battre pour vos rêves. Restez fidèle à vos valeurs, et ne laissez jamais personne vous convaincre que la malhonnêteté est le chemin du succès. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous trouver la force dans l'honnêteté et le courage dans la vérité.